Salut à tous, alors vous le savez sur la chaîne, on teste des véhicules 100% électriques. Et bien aujourd'hui on va faire une petite exception, je vais vous parler des hybrides rechargeables puisqu'on nous dit souvent que c'est le meilleur des deux mondes, hein. On a le moteur thermique pour les longs trajets, le moteur électrique pour la ville, voilà, pour économiser aussi du carburant. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'effectivement ça compense tous ces problèmes de borne, de recharge, d'autonomie qu'on a sur les véhicules électriques aujourd'hui? Alors pour ça je vous ai choisi donc ce modèle de Volvo, le XC60 Recharge. Alors lui il existe depuis 2017, mais là on a les toutes dernières technologies de batterie avec une grosse capacité aussi, hein, puisqu'il revendique ici plus de 50 km en 100% électrique. Mais voilà, on perd un petit peu en habitabilité, on va le voir. Ça coûte aussi un petit peu plus cher. Bref, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer à l'hybride rechargeable en attendant l'électrique? C'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Tiens, petite question dans les commentaires, combien d'entre vous ont acheté ces aspirateurs autonomes et ont été déçus assez rapidement par le manque d'autonomie, par le fait qu'ils aspirent pas très bien, qu'il faut les vider tout le temps? Aussi, il y en a qui sont extrêmement bruyants. Alors heureusement, les dernières générations ont fait d'immenses progrès et c'est le cas de ce modèle Suiva 6500 de TCL qui est notre sponsor cette semaine et on les en remercie. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois qu'on a le produit et c'est le jour et la nuit par rapport au modèle qu'on a pu avoir par le passé. Et restez bien jusqu'au bout puisque celui-là, on va vous le faire gagner. Alors ici, on a toujours un appareil de forme ronde, mais c'est surtout cette base, regardez, elle contient jusqu'à 4 litres de déchets, hein, ce qui offre une autonomie d'usage bien plus élevée puisque là, dans notre appartement de 100 mètres carrés, on ne le vide qu'une seule fois par mois. Alors grâce à sa petite brosse rotative et à sa bonne puissance d'aspiration, l'aspirateur s'est montré très efficace durant nos tests, d'autant qu'on a plein de tapis et de surfaces difficilement accessibles. Et en ces temps de Covid, il intègre même une stérilisation par UV, ça c'est bien pratique. Vous pouvez également choisir parmi 4 niveaux d'aspiration et surtout ça descend jusqu'à 65 décibels, donc si vous êtes dans la pièce comme moi, que vous travaillez à côté, ça c'est vraiment pratique. Grâce à sa grosse batterie, l'autonomie grimpe à 3 heures par charge sur le nettoyage d'une surface d'environ 150 mètres carrés et avec son laser intégré, il peut même cartographier jusqu'à 5 étages. Il est aussi possible de lui interdire certaines pièces ou zones en un seul clic sur l'application mobile. Enfin, le Suiva 6500 est compatible avec Alexa et Google Assistant, donc vous pouvez lui dire par exemple ici là, nettoie la pièce. Alors si ce modèle vous intéresse, je vous ai mis tous les liens bien sûr dans la description, mais surtout on va vous le faire gagner, je vais vous l'envoyer chez vous. Alors pour ça, deux conditions, il faut habiter en France et la deuxième condition c'est de poster un commentaire pour nous dire ce que vous allez faire de ce produit. Nous on choisira le meilleur et surtout on va vous l'envoyer chez vous. Voilà, donc bonne chance les amis et merci à TCL pour le sponsor. Bon, comme vous pouvez le voir, déjà ici on a un gros bébé qui est plutôt issu du monde du thermique. Regardez cette énorme calandre avec l'énorme prise d'air. Ici niveau aérodynamique c'est pas forcément génial, d'autant que voilà, elle est assez longue, elle est aussi longue en fait qu'une Tesla Model 3, mais surtout elle est aussi lourde qu'un ID.4 GTX avec son gros pack de batterie, on est à plus de 2 tonnes. Donc voilà, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une voiture électrique idéale, d'autant qu'ici on va le voir, hein, on a plusieurs motorisations, donc tout ça prend de la place et du poids. Alors on a beau être dans l'ancien monde du thermique, on a quand même une voiture très technologique avec de la conduite semi-autonome. Regardez ici toutes les petites caméras, on en a encore là-haut et puis derrière évidemment. On a aussi une voiture qui est très bien équipée avec des feux Matrix LED tournant dans les virages, on va le voir à l'intérieur. On a aussi de la connectivité, on a Android Automotive. Donc voilà, on hérite quand même des technologies électriques sur, on va dire, une vieille architecture. Alors en termes de volume de coffre, regardez, c'est plutôt pas mal, hein, ça reste quand même un gros SUV, mais on perd 35 litres par rapport à la version thermique. Pourquoi? Parce que regardez, ici, si je soulève, il n'y a pas de sous-coffre, tout simplement parce qu'il y a les batteries, il y a le moteur électrique juste en dessous, et surtout, il va falloir bien caser nos câbles quelque part. Donc en fait, on perd à la fois du volume, et puis il faut aussi ranger ça quelque part. On n'a pas de frunk à l'avant, puisqu'il y a le moteur thermique, donc en termes d'habitabilité, en termes de rangement, bah, on n'est pas vraiment gagnant. Bon alors du côté des ouvrants, regardez, on a deux grosses clés Volvo comme ici. On peut par contre utiliser le téléphone pour déverrouiller la voiture, ça se passe avec de la connectivité, donc ça prend un petit peu de temps. Il n'y a pas de Bluetooth par exemple comme chez Tesla. On peut pas démarrer la voiture, donc on peut rentrer dedans, mais on peut pas la démarrer. Ça c'est un petit peu dommage. Et puis derrière, on a quand même de la connectivité, c'est-à-dire qu'à distance, on peut lancer la clim, hein, grâce ça au moteur électrique. C'est plutôt cool, mais sinon pour le reste, ça reste quand même la vieille école. Alors la prise, elle se trouve donc à l'avant gauche, ça c'est assez pratique, hein. Vous pouvez vous garer en avant dans les parkings, moi je préfère. Mais surtout, regardez, il n'y a pas de prise combo, hein, il n'y a pas de charge rapide, c'est un type 2 et c'est même un type 2 très lent, c'est-à-dire qu'il charge au maximum à 16 ampères, donc 3,7 kW au maximum. C'est la même chose que sur une prise électrique classique, ce qui veut dire que si on se branche sur des bornes publiques, on va pas du tout bénéficier de la puissance de 11 ou 22 kW et surtout on va mettre un temps fou, puisque là il va falloir plus de 4 heures, voilà, pour charger votre véhicule. Alors ça va dépendre un petit peu du type de chargeur que vous utilisez.
Par exemple, celui qu'on vous fournit, il fait que 8 ampères, donc là vous allez dépasser les 4 heures de charge. Je vous ai mis un petit lien vers mon chargeur de 16 ampères hein, qui lui est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo à ce sujet, mais dans tous les cas, ceux qui disent que les hybrides squattent les bornes publiques, bah moi je trouve que c'est assez vrai, puisque vous pouvez pas partir au resto et charger entièrement votre batterie, vous allez même pas en charger la moitié. Donc c'est vrai que c'est un petit peu du gâchis, et si vous n'avez pas de prise à la maison, finalement, on peut vraiment se demander si ça vaut le coup d'acheter ce type de véhicule. Bon les amis, il faut savoir brancher en toutes circonstances pour que ça vaille le coup d'avoir une hybride. Donc on va tenter ici. Et il a pas mal neigé cette nuit. Et voilà, et ça marche. Bon, et si vous voulez voir quelle carte il faut prendre pour recharger sa voiture en toutes circonstances, je vous mets le petit lien en fiche de la vidéo. Parce que ça va nous coûter que quelques euros. Et on va charger la batterie à pleine charge. Enfin, ça dépend combien de temps on va faire des raquettes. Alors là-dessous, on a une toute petite batterie. Malheureusement, elle fait que 11,8 kWh. Donc voilà, ça se consomme quand même assez vite. On nous dit 50 km d'autonomie. Mais heureusement, ils vont bientôt la remplacer par une batterie de 18,8 kWh. Donc à peu près 79 km WLTP. Mais évidemment, ça c'est la théorie. Hein, c'est les cycles d'homologation. Nous, on va voir ce que ça donne dans la vraie vie. Bon, c'est parti les amis. Alors vous voyez, on est quand même sur un véhicule thermique. Il a besoin d'appuyer sur Start ici. Après, donc j'enclenche le petit levier de vitesse. C'est comme sur toutes les Volvo récentes. Par contre, moi, ce que je trouve un peu pénible, c'est que voilà, il faut toujours repasser au point mort sur cette voiture. On peut pas faire comme sur Tesla, un coup en bas, un coup en haut là pour passer de la marche arrière à la marche avant. Ensuite, vous avez regardé deux modes, D ou B. Alors B, ça va être la récupération d'énergie. Donc moi, je préfère. Et regardez ici, on démarre en silence, en tout électrique. Bon là il y a quand même la clim qui fait un petit peu de bruit, mais ça c'est vraiment très agréable toujours d'avoir l'impression en fait d'avoir un véhicule électrique la plupart du temps, surtout à petite vitesse. Vous embêtez absolument personne. Alors le mode B, moi je l'aime bien puisque quand vous allez relever la pédale, la voiture va freiner et donc récupérer de l'énergie, donc ça permet de conduire entre guillemets à un pied, même si regardez là j'arrive au rond-point, je suis quand même obligé de freiner, hein, la voiture va pas s'arrêter jusqu'au bout, ça c'est un petit peu dommage. Alors vous avez plusieurs modes de conduite, par défaut il va vous mettre hybride. Ensuite vous avez un mode power, ça c'est pour vraiment avoir l'association des deux moteurs, avoir tous les chevaux, donc ça c'est plutôt assez sympa. Vous avez le mode pur, donc pur électrique, là si vous êtes dans un centre-ville par exemple que vous voulez rouler uniquement en électrique parce qu'il y a des restrictions, vous pouvez, évidemment ce sera limité quand même par la capacité de la batterie. Vous avez un mode off-road, bon voilà, ça c'est pour faire du tout-terrain, c'est assez pratique quand même dans la neige. Et puis constant all-wheel drive, ça c'est vraiment pour avoir les 4 roues motrices en permanence, c'est assez utile quand le sol est mouillé, que vous voulez vraiment pas que la voiture hésite, voilà, elle sera tout le temps en mode 4x4. Bon les amis, il a neigé pas mal et il va falloir qu'on arrive à sortir la voiture par là. Voilà, je sais pas si on va y arriver. Souhaitez-nous bonne chance. Sylvia, tout repose sur tes épaules. S'il te plaît. Bon les amis, j'ai mis conduite off-road. Voilà, et on va voir ce que ça donne pour arriver à sortir d'ici. Bon bah comme papa dans maman, hein. Franchement ce XC60 c'est un véritable 4x4. Là en mode off-road, j'avoue que j'ai même pas eu de problème quoi. Alors un autre réglage qui est assez intéressant, c'est l'utilisation de la batterie. Alors vous pouvez laisser en mode automatique, hybride, hein, c'est vraiment le mode par défaut. Mais vous pouvez aussi choisir de retenir la batterie, hold, c'est-à-dire qu'il va garder la capacité de la batterie. Par exemple, si vous devez arriver dans un centre-ville d'ici un quart d'heure, 20 minutes, il va pas utiliser la batterie, il va la laisser à pleine charge pour pouvoir l'utiliser quand on en a envie. Et puis vous allez regarder un mode charge. Là par exemple, ça va être utile, je vais vous faire des petits tests d'autonomie. Donc ça va forcer la recharge, c'est-à-dire on va être uniquement sur le moteur thermique et l'alternateur va s'enclencher donc pour recharger la batterie, pour la monter à 100%. Ça c'est vraiment si vous savez que vous arrivez à un endroit où vous devez absolument être uniquement sur la batterie, donc c'est quand même assez pratique d'avoir ces réglages juste là à disposition. Alors un truc amusant, pour faire mes tests, je voulais charger la batterie à 100% sur autoroute, et ben en fait ça fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à la charger à 100%, au bout d'un moment ça s'arrête un peu. Alors il profite des phases de décélération et tout, mais en fait le meilleur moyen de charger la batterie c'est vraiment d'avoir une grande descente, de descendre une montagne ou en ville avec la décélération. Mais là à vitesse constante, et ben j'ai pas l'impression que l'alternateur se mette en route, ou alors très ponctuellement. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce que si on arrive dans une ville par exemple qu'on doit être absolument en 100% électrique, bah, c'est très dur d'arriver avec la batterie pleine finalement. Alors un truc assez sympa, c'est un peu de la gamification, mais en tout cas chez Volvo, c'est, regardez ici on a deux indicateurs sur le compteur. Là par exemple je vais être en mode électrique, et puis si j'atteins le petit trait là qui va évoluer, hein, qui se déplace un petit peu en fonction de l'état de la batterie, de l'état aussi de la consommation électrique, hein, si vous consommez par exemple beaucoup de clim, et ici vous allez avoir un petit indicateur, et tant que vous restez en dessous en fait vous êtes en mode électrique. Donc ça c'est assez cool puisque vous avez quand même la possibilité en appuyant un grand coup comme ça d'avoir de la puissance malgré tout sans être en mode pur électrique.
de pouvoir doubler, de pouvoir voilà, être un petit peu plus sécurisé en termes de puissance. Donc ça c'est vraiment bien, je trouve, de pouvoir rester en 100% électrique si on a besoin, si on veut absolument pas utiliser d'essence, et pour autant d'avoir accès quand même au moteur thermique en cas de besoin. Bon, je vous ai fait un petit résumé des consommations. Déjà en mode tout électrique, regardez ici sur autoroute, on dépasse à peine les 30 km, sachant qu'en plus on est limité à 125 km/h, donc en France par exemple, c'est pas forcément terrible. En ville on atteint quand même les 50 km, mais il faut avoir le pied léger la plupart du temps. On est à peine au-dessus des 40, ce qui est plutôt pas mal, mais pas incroyable non plus. Alors batterie vide, on est à 8-9 litres au 100 sur autoroute, 11-12 en ville, donc c'est assez conforme au XC60 thermique, sachant qu'en plus on a de la récupération, mais on a du poids en plus. Mais je dirais que grosso modo c'est à peu près équivalent. Et enfin je vous ai fait aussi un test en mode hybride. Donc par exemple sur autoroute, là en roulant à 130 km/h, on consomme du 6 litres au 100, donc c'est quand même beaucoup moins que les 8-9 litres, mais ça ne dure que 60 km, après il faut repasser à 8-9 litres, donc sur 100 km ça peut être une moyenne à peu près de 7 litres par exemple. Et puis en ville, regardez, en mode hybride, vous consommez quand même un petit peu, 0,3 litres au 100, puisque de temps en temps vous avez besoin de puissance, ou si vous avez mis la clim qui fait très froid et qu'il manque un petit peu aussi de puissance, il va remettre ponctuellement un petit peu le moteur thermique en route. Bon, un petit mot sur cet intérieur, je pouvais pas ne pas vous en parler quand même, puisqu'on est chez Volvo, tout est extrêmement bien raffiné, même si voilà, il y en a qui sont pas toujours fans de ces couleurs claires, mais moi j'aime bien ce volant biton, qui est peut-être un petit peu gros, mais que je trouve très sympa dans la prise en main. Évidemment, on a énormément de matériaux, du bois, du cuir, du plastique, de l'alu, voilà, c'est extrêmement bien fini. Vous voyez ici aussi des surpiqûres, tout est moussé un petit peu partout. Et puis je dirais que le maître mot, c'est vraiment le raffinement et le confort. On a des sièges d'ailleurs qui sont extrêmement confortables. Vraiment, chez Volvo, on se sent toujours très très bien. Alors un mot aussi sur les boutons, puisqu'on est dans l'univers Volvo, donc on a encore des vrais boutons physiques pour les vitres, pour les réglages de siège, du volant, etc. On retrouve aussi les mêmes boutons que sur le XC40 et sur la Polestar, hein. Là on est vraiment dans l'univers Google, donc ils ont pris exactement les mêmes interfaces. On a beaucoup de choses qui sont sur l'écran tactile, regardez ici par exemple tout ce qui est clim, mais ils ont laissé des boutons physiques pour les warnings, voilà, pour le dégivrage et même pour le réglage du volume. Ça, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Regardez ce levier de vitesse en cristal, absolument magnifique, avec ici le bouton de parking. Là on a une zone de recharge sans fil, alors ça marche avec tous les iPhones, hein, j'ai testé même avec les gros Pro Max. Ici le porte-gobelet, là le petit bouton évidemment de démarrage, hein, il faut bien y penser, sur les électriques il y en a souvent plus du tout. Et puis ici une petite zone de rangement qui est pas immense, mais on retrouve aussi nos prises USB, donc pour la charge et la connectivité. Bon, je vais pas revenir en détail sur tout l'univers de Google, puisqu'on l'a détaillé dans la Polestar, dans le XC40, donc je vous les remets en fiche. Je vais vous montrer juste les spécificités de ce modèle. Alors ici on a quand même une tablette qui est beaucoup plus petite que dans la Polestar, c'était un peu le cas aussi sur le XC40. Moi je regrette vraiment qu'on n'ait pas quelque chose d'un petit peu plus grand. La 9 pouces c'est pas énorme, contrairement à l'écran ici, regardez, il fait 12 pouces, et celui-là vraiment je l'adore, hein, je vous l'ai dit, dans la Polestar c'est franchement un de mes préférés. Alors quelle spécificité sur cette version hybride? Bah regardez, ici on a les deux réservoirs, en fait, la batterie et puis l'essence, donc là au-dessus de l'autre, avec chacun son autonomie, donc on peut jouer un petit peu de l'un sur l'autre. Pour le reste, voilà, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait. On a un écran qui est minimaliste, qui est vraiment très clair, avec la carte au milieu. Enfin, moi je trouve ça extrêmement design, extrêmement reposant, d'autant qu'on a aussi, regardez, un afficheur tête haute là-bas, qui est là aussi très discret, mais suffisant, tout à fait complet, on lui demande pas beaucoup plus. Et puis, dernier point aussi, regardez ici, donc je vous l'ai dit, on est dans l'univers Google, Android Automotive, et regardez, comme on est en version hybride, on a à la fois la partie essence et la partie borne. Donc si par exemple on veut se charger, on peut chercher les bornes, alors c'est bornes de chargement, faut le dire en français, et vous voyez ici Grid Motion, Swiss Charge, EV Pass. Donc voilà, si on veut charger la voiture, on va aller faire des courses par exemple, on peut chercher des bornes autour de soi. Bon, évidemment ça reste une voiture à essence, ici on met du sans-plomb, et les amis, vu le prix de l'essence en ce moment, on est bien content de pouvoir mettre un petit peu d'électron de temps en temps. Alors bien sûr, sur un hybride on a deux moteurs, un thermique et un électrique, et surtout Volvo a mis quand même une grosse motorisation thermique, ce qui n'est pas toujours le cas. Là par exemple on a 253 chevaux sur notre modèle, 318 sur la version la plus puissante, mais c'est sur la partie électrique que ça coince, puisque là on a que 87 chevaux, la vitesse max est de 125 km/h, et ça je vous avoue les amis que c'est pas terrible pour une voiture qui est très lourde. Voilà, sur autoroute on met beaucoup de temps à reprendre ses accélérations, en plus la limitation de la vitesse, là on peut pas monter jusqu'à 130, 135. En fait le meilleur des deux mondes c'est de coupler les deux moteurs, puisque là regardez on a un 0 à 100 qui est extrêmement rapide, on a aussi beaucoup de couple, hein, presque 600 Nm. Et puis dernier point, on a une transmission intégrale qui là aussi est très agréable, avec la répartition des masses qui est plutôt sympa avec les deux moteurs. Donc là on a beaucoup de puissance, et quand on habite à la montagne c'est vrai que c'est quand même très sécurisant. Bon les amis, j'ai mis le mode Power, on va faire un petit 0 à 130. Donc là on a tous les moteurs combinés pour avoir beaucoup de puissance. On a plus de 300 chevaux, attention, il y a un bon petit bruit, écoute, c'est pas mal. Ça envoie bien, moi je trouve que ouais, là le contrat est rempli.
Alors quelque chose que j'ai remarqué, c'est que si vous roulez en Suisse sur les autoroutes à 120, là il va utiliser en priorité la batterie, donc le moteur électrique. Alors que si vous êtes à 130, comme par exemple en France ou un petit peu au-dessus, il va utiliser le moteur thermique et surtout il va pas toucher à la batterie. Donc je parle du mode hybride hein, par défaut, donc il va se comporter différemment en fonction voilà, forcément des pays dans lesquels vous êtes et des limitations aussi, puisque le moteur électrique lui est limité en puissance. Alors par contre quand vous êtes dans les bouchons, là il se met automatiquement sur le moteur électrique et ça c'est hyper agréable parce que c'est hyper fluide. Alors il faut quand même donner un petit coup d'accélérateur hein, quand la voiture s'arrête trop longtemps, mais il y a beaucoup moins d'à-coups, il y a beaucoup moins de bruit, de pollution, de redémarrage de moteur. Donc ça c'est très agréable. Évidemment il faut avoir de la batterie hein, pour que ça fonctionne, mais là par exemple je suis aux 2/3 de la batterie, donc il s'en sort vraiment très bien. Alors la batterie se vide quand même très vite, là elle était pleine et puis on a monté un petit col dans les Alpes du Sud et c'est vrai que voilà on était vite à zéro. Par contre on redescend, elle se remplit et finalement si vous la chargez même un petit peu de temps en temps, vous consommez très peu de carburant, donc ce qui est le but finalement de l'hybride rechargeable. Bon là les amis, la route est vraiment gelée et c'est vrai que là en descente on sent bien les 2 tonnes 2 hein, puisqu'on a plus forcément de poids avec la batterie et le moteur électrique supplémentaire. Donc même si on a les pneus neige, même si on a un 4x4, il faut quand même faire attention avec ce genre de voiture qui peut se mettre malgré tout en travers assez facilement. Bon, est-ce qu'il faut acheter alors un hybride rechargeable? Est-ce qu'il faut acheter ce XC60 recharge? Bah écoutez, déjà en termes de voiture, j'ai trouvé ça quand même hyper agréable, hein, même en mode hybride à conduire, il y a beaucoup de puissance, y compris quand le moteur électrique est à plat, donc ça c'est plutôt un bon point. Après c'est vrai que sur le plan purement électrique, c'est un petit peu frustrant puisque ça charge quand même pas très vite, on peut pas s'arrêter 1 heure ou 2 et charger la batterie entièrement. Moi j'aurais aimé que ce soit le cas hein, et repartir avec nos 50 km d'autonomie. En plus ça représente quand même un surcoût à l'achat, c'est-à-dire que si vous chargez pas tous les jours, si vous l'utilisez pas tous les jours en mode pur électrique, c'est pas très rentable financièrement, d'autant qu'on l'a vu, hein, il y a quand même des compromis à l'intérieur. Moi je dirais que justement le compromis il est pour des gens qui veulent pas encore passer l'électrique mais qui veulent le goûter quand même à ça, qui veulent tester un petit peu la recharge, installer leur petite borne à la maison et puis qui passeront à l'électrique dans un deuxième temps. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi j'ai pas été, je dirais, très frustré, mais c'est vrai qu'à titre personnel je préfère quand même avoir un véhicule 100% électrique. Là j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pas durer non plus très longtemps.